La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord. Je suis un peu en retard pour ma chronique habituelle, la psychanalyse et la société. Je vous parle toujours à partir de notre expérience d'accueil au centre de consultation et où on reçoit bénévolement, orientés par la psychanalyse, des gens qui sont en difficulté, soit dans la précarité de moyens, soit alertés par des symptômes qui apparaissent chez leurs enfants. Autrement dit, plusieurs sujets, plusieurs pistes de réflexion se présentent à nous depuis notre démarrage en 2006, où nous continuons d'exister malgré les difficultés à trouver un lieu pour accueillir. Quoi qu'on fasse, qu'on s'adresse aux autorités, il y a une certaine difficulté à nous trouver ce lieu. On ne comprend pas bien pourquoi. Parce que, au fond, notre travail dans le vivre ensemble a quand même une grande importance. Disons que, pour être simple, on accueille les difficultés d'existence de la plupart des gens, des mères isolées avec des enfants, bref, une angoisse qui est là dans le lien social, surtout dans notre période où il semble que un sujet singulier avec son histoire ait du mal à trouver un lieu. Quand il y en a, alors heureusement pas toujours, mais quand il y en a, on lui demande de rentrer dans les rangs, finalement, sans trop mettre les causes de son mal-être dans son histoire. Voilà. D'ailleurs, quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Peter Handke, la collection Folio vient de faire paraître un de ses textes. Peter Handke, il a été prix Nobel de littérature en 2019. Ce petit texte s'appelle « Le malheur indifférent ». Je vous lis le 4e de couverture parce que c'est des situations, alors pas tout à fait la même chose puisqu'on reçoit au cas par cas des gens très différents, mais ça évoque assez bien les situations que nous rencontrons et sur lesquelles nous travaillons beaucoup. La mère de l'auteur, donc la mère de Peter Handke, s'est tuée le 21 novembre 1971 à l'âge de 51 ans. Quelques semaines plus tard, Peter Handke décide d'écrire un livre sur cette vie et se suicide. Simple histoire, mais qui contient quelque chose d'indicible. Histoire d'une vie déserte, où il n'a jamais été question de devenir quoi que ce soit. Vie sans exigence, sans désir, où les besoins eux-mêmes n'osent s'avouer, sont considérés comme du luxe. À 30 ans, cette vie est pratiquement finie. Et pourtant, lorsqu'elle était petite fille, cette femme avait supplié qu'on lui permette d'apprendre quelque chose. Voilà, je vous invite à lire ceci. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais nous travaillons beaucoup sur la question du corps. On pourrait dire comme ça que dès le départ, on s'est rendu compte que ce corps, il parle à notre place quelquefois par des symptômes. Et aujourd'hui, je voudrais évoquer quelque chose qui s'est répandu, notamment chez les jeunes filles, les très jeunes même, on va dire à l'entrée dans l'adolescence, qui est l'anorexie. Je ne sais pas si vous le savez, mais ces jeunes filles échangent sur le net, comme on dit, et d'ailleurs, il y a un site qui vantait les bienfaits de l'anorexie, je crois, qui a été fermé il y a déjà quelques années. Il n'empêche que quand même, ça circule, voilà. Et je voulais vous parler d'un auteur qui écarte la psychanalyse. Alors, c'est curieux parce qu'il parle beaucoup du désir mimétique, c'est-à-dire un désir qui est en rivalité avec un autre désir. Hein. Et lui-même,
il est dans cette position vis-à-vis de la psychanalyse. Il dit que pour comprendre ça, c'est pas nécessaire ni de s'intéresser à l'histoire, à l'inconscient. Bon, quand même, c'était intéressant de connaître le travail de René Girard, parce que, comme vous savez, je crois que je l'ai dit assez souvent, je suis rentré dans le social en institution, d'abord au retour du service militaire en Algérie, et ensuite comme éducateur de rue, éducateur de prévention. Le travail étant d'éviter que les jeunes, très jeunes, aillent du côté de la délinquance. Et René Girard, je l'avais rencontré là parce qu'il faisait un travail intéressant sur le bouc émissaire. Tout ce qui permettait de comprendre comment dans le groupe... alors aujourd'hui, c'est le harcèlement, par exemple, scolaire, qui permettait dans un groupe à partir du moment où l'équilibre du groupe était menacé, de choisir un bouc émissaire. Ça s'appelle comme ça parce que bien avant, c'était un animal. Voilà. Est-ce que René Girard se demande, est-ce que la société ne sombre pas dans un archaïsme, c'est-à-dire revienne à cette notion de sacrifice, voilà. Ce travail était très intéressant, surtout pour une chose, parce qu'il expliquait qu'en général, la victime émissaire se désignait elle-même, c'est-à-dire qu'elle arrivait avec un statut d'étranger pour le groupe, et il y avait des moqueries, tout ce que vous savez, notamment les travailleurs sociaux qui écoutent, paraît-il, cette émission, jusqu'à ce que la personne puisse finir par se donner la mort. Jusque-là, je me rappelle d'avoir été appelé dans un village où les élèves de collège avaient poursuivi un jeune qui paraissait efféminé jusqu'à ce qu'il se jette du premier étage d'un établissement scolaire qu'il fréquentait, et le village, tout petit village, était en effervescence avec des désirs de vengeance. Voilà, et on m'avait demandé de trouver la façon d'apaiser ça, ce qui avait pu se passer très bien parce que dans le village, il y avait déjà une mise en place contre la violence d'un certain nombre de rituels auxquels, bien sûr, j'ai fait appel, tout en rencontrant à part les parents du jeune qui s'était suicidé. Alors, René Girard, il aborde la question de l'anorexie avec sa notion de désir mimétique, d'une certaine façon. Et je vais, pour vous en parler, et j'y reviendrai, et notamment parce qu'un cas s'est récemment présenté à moi, d'une jeune fille, je vais vous présenter un peu la préface de ce livre, qui n'est pas inintéressante, même si d'emblée l'auteur me rejette dans les oubliettes. Je crois que j'ai l'habitude de m'intéresser dans la littérature à tout ce qui est abordé dans les sujets et les problèmes que je rencontre. Cet auteur dit commence par dire, l'appétit vient en mangeant, le manque d'appétit ou anorexie vient en ne mangeant pas. Vous voyez, c'est une formule très simple. Il est donc clair que le besoin naturel de manger, de s'alimenter, peut être surchargé mimétiquement pour se transformer en désir, puis en passion. Un désir, une passion de maigrir, ou bien l'inverse, de se goinfrer aussi. L'anorexie comme la boulimie sont donc les maladies du désir. Et Girard s'y intéresse à ce titre. Le désir mimétique pour Girard est donc rival. Tout désir est rival en toute rivalité désir. Le désir se moque de la santé. Alors ça c'est, oui. Et la passion, lorsqu'elle s'empare du psychologique, alors là c'est là où il s'écarte du cas par cas, ne s'en soucie plus. Dans les troubles des conduites alimentaires, le besoin est de façon exemplaire à la remorque du désir, capable de le dévier, de le pervertir, voire de le supprimer. Beaucoup de médecins voient dans l'anorexie une forme de perversion, c'est-à-dire une façon de troubler l'autre,
de l'amener à la limite de ses défenses, bref, de le faire verser dans l'angoisse, ce qui se passe. Pour ma part, je ne rencontre pas ce symptôme comme une perversion, je le dis tout de suite plutôt comme une grande demande d'amour qui s'est installée là tout de suite. D'ailleurs, certaines jeunes filles, dans leur histoire, déjà quand elles sont nourries au sein, régurgitent ce lait. Ce qui inquiète beaucoup la mère et qui se met à dire il faut qu'elle mange très tôt. Deux désirs opposés peuvent s'emparer d'un être humain et pervertir le besoin normal de s'alimenter, le désir de jeûner et le désir de se goinfrer, anorexie et boulimie, entraînant la maigreur extrême ou l'obésité. Ces deux désirs contraires sont représentés par les sculptures et les peintures de deux plus grands artistes que vous connaissez peut-être, Giacometti, le peintre, et Fernando Botero, sculpteur. Les silhouettes filiformes de Giacometti sont à l'évidence le résultat d'un désir farouche de ne pas manger, alors que les sculptures et peintures de Botero représentent un monde de gros où non seulement les hommes et les femmes sont obèses, mais aussi les chats et les oiseaux. Je signale qu'à Périgueux, il y a une place où une femme est représentée, alors certains appellent ça la grenouille d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris, une femme à la Botero d'une certaine façon. Et ce qui était assez étonnant, c'est que cette place est environnée de restaurants. Notez ça. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là Alors, l'art est ici modèle à imiter, bien sûr, mais surtout annonciateur et révélateur des pathologies du désir qui marqueront le XXe et le XXIe siècle. L'anorexie mentale a été isolée en une entité nosologique caractérisée par les 3 A. Alors là, c'est la psychiatrie qui l'aborde comme ça encore aujourd'hui. Anorexie, amaigrissement, aménorrhée. L'arrêt des règles est une condition fondamentale au diagnostic, car la maladie est classiquement celle des jeunes filles. Elle affecte en effet majoritairement les jeunes femmes, bien que les jeunes garçons commencent à en être atteints. Alors Lacan en parle, bien sûr, le docteur Lacan, en remarquant qu'assez souvent les jeunes hommes qui ont ces troubles alimentaires se présentent comme des hommes très efféminés, et en plaisantant, Lacan dit déjà à une époque, ne sont pas tout à fait des hommes, c'est pas des sous-hommes, c'est simplement que c'est des hommes qui s'orientent du côté féminin. Et quand on en rencontre, on s'aperçoit que ça va très loin et que bien avant qu'on parle des transgenres, quelque chose se présentait déjà là, d'une recherche de liberté à choisir, y compris son sexe. Bien sûr, la société n'est pas étrangère à ce choix-là. C'est-à-dire que plus un discours de faire, un discours du maître s'impose, comme par exemple en ce moment pour les retraites, eh bien, un sujet humain s'échappe, emprunte des chemins pour sortir de ces contraintes insupportables. L'anorexie peut se présenter sous une forme clinique simple du refus d'alimentation ou sous une forme plus complexe de boulimie suivie de vomissements volontairement provoqués. La perte de poids peut également être recherchée par la pratique intensive du sport ou l'usage de laxatifs et de diurétiques. D'un point de vue mimétique, il est facile de voir que l'idéal féminin de la beauté est aujourd'hui la maigreur. Alors tout ça, c'est des remarques importantes, intéressantes, assez justes. Les mannequins sont de plus en plus filiformes et ressemblent à des sculptures de Giacometti. Aucune star, aucun mannequin, aucun top modèle en revanche ne ressemble à un personnage de Botero. Une première analyse mimétique conduit à penser que l'épidémie actuelle d'anorexie est une contagion parmi les adolescentes de ce modèle de beauté anorexique et filiforme,
et qu'elles attrapent mimétiquement le désir de maigrir pour ressembler à ces déesses, dont la maigreur est recherchée par le cinéma, la télévision, les pages en papier glacé des magazines. Mais le désir mimétique est aussi rival. Une psychiatre américaine, Bruch, en a l'intuition, me semble-t-il, lorsqu'elle rallie l'anorexie à un sentiment d'impuissance et à une tentative de révolte contre cette impuissance. Alors souvent, ce qui met le jeune sujet dans cette impuissance, ça peut être, et c'est fréquent, le harcèlement scolaire. C'est-à-dire que dans un des derniers cas, les parents ont été jusqu'à changer d'école et choisir un établissement, on va dire, de structure religieuse, puisque la jeune fille est croyante. L'anorexie serait avant tout, à ses yeux, une tentative de maîtrise et un refus de toute relation qui échapperait à cette maîtrise, notamment le lien amoureux et la sexualité. Cette approche est intéressante, mais elle est loin des interprétations que nous pouvons avoir, où la féminité et l'identification à la mère dans l'anorexie est véritablement quelque chose qui se présente souvent. Rivalité avec qui et avec quoi? Avec soi-même d'abord, avec son corps. En effet, je veux peser moins de 30 kilos. Je pense que je peux rester sans manger et maîtriser tout à fait ça. Il y a un effort de domination, de maîtrise de soi qui serait à la fois un challenge et une forme d'ascèse. Elles sont très calées sur le nombre de calories et quand il y a une nourriture, c'est des salades et des yaourts, un petit peu. Mais aussi rivalité avec les autres, lutte pour le pouvoir. L'anorexique devient très vite le centre de l'attention familiale et son assiette devient une sorte de cirque romain où s'affrontent les désirs rivaux de ceux qui l'entourent et qui veulent qu'elle mange, et son propre désir, son refus, qui tient en haleine toute la famille engagée dans ce combat pluriquotidien qui se termine par le recours au pouvoir médical, qui manifestera la défaite et la démission de ses parents et l'apparition d'un adversaire enfin à sa mesure. Bien, eh bien oui, ce qui est important et que nous pouvons conseiller, c'est qu'il y ait une séparation, effectivement, avec la famille et parmi les lieux très investis et qui obtiennent des résultats, il y a le centre Abadi à Bordeaux, mais où les places sont difficiles tellement ce symptôme est répandu. Eh bien, oui, nous conseillons à la famille d'être plus souple quant à la surveillance afin de ne pas rentrer dans un combat, une lutte dans lequel elle finit par perdre, bien sûr. Voilà, chers amis, aujourd'hui, je voulais commencer par aborder cette question sur ce mode. Vous parlez un peu de René Girard et à ma prochaine chronique, je rentrerai un peu plus dans la façon dont nous rencontrons ce symptôme malheureusement qui dure. Il est couramment dit qu'on ne guérit pas de l'anorexie, on peut se mettre à manger, mais elle va être là tout le temps, un peu bizarrement comme l'alcoolisme, abordé par les groupes comme AA, les alcooliques anonymes, où on va conseiller aux buveurs d'éviter de passer dans les rues où ils rencontraient le bar, voilà. Ceci pour dire qu'on lui demande de renforcer, de se battre contre lui-même, contre ce surmoi. Eh bien, il y a quelque chose d'analogue dans l'anorexie et la façon dont elle est abordée aujourd'hui, dont la cité, avec ses lieux de soins, la rencontre. Et évidemment, les hôpitaux sont abordés de demande à un moment d'ailleurs où les psychiatres sont difficiles à trouver dans les lieux du social. Quand ils arrivent, il reste peu de temps. On fait appel à des psychiatres étrangers. Tout ça, évidemment, pour bien montrer comment, dans les symptômes,
ce qui se passe dans la société n'est pas à écarter, évidemment, et notamment comment, sur 2-3 générations, dans la famille de la jeune anorexique, la jeune qui a des troubles alimentaires, comment les signifiants parentaux se sont présentés. C'est-à-dire que dans le discours qui nous saisit, qui nous environne, qui saisit notre corps, avec des modes d'emploi. C'est pour ça que je parlais des magazines, tout ce discours qui fait que on peut vivre un peu dans la paix. Et on voit bien qu'en ce moment, c'est pas facile. Il y a des gens qui sortent, qui crient dans la rue, il y a les pauvres et les très riches. Eh bien, on voit bien que le discours qui contenait, qui permettait une démocratie, a des difficultés. Eh bien, ça a une grande résonance sur les symptômes parce que ça dépend comment, depuis la Première Guerre, par exemple, comment les signifiants parentaux, et il y a un film en ce moment avec Omar Sy qu'il faut aller voir sur les Africains qui sont battus, où on voit un père qui va aller chercher son fils là pour le protéger. On voit un père qui agit parce que les paroles ne suffisent pas, qui met sa vie en danger. Eh bien, les pères que nous rencontrons de ces jeunes filles sont soit complètement désarmés, soit au contraire, sont présents et malheureusement, quelquefois, entrent en lutte avec. Eh bien, notre rôle, c'est de permettre que le sujet soit pris en compte et, bien sûr, les signifiants parentaux qui sont pris dans le discours social, comment il les a reçus, comment il a été amené à se défendre sur ce mode, c'est-à-dire pourquoi il a perçu l'attention de la famille comme un gavage, quelque chose qui, en lui répétant « mange, mange », lui donne l'impression qu'on ne s'occupe pas de lui, au fond. On ne s'occupe pas de son désir, ce qu'il voudrait faire. La mère de Peter Hand, que j'évoquais, elle se suicide, parce qu'elle demande pendant l'enfance « je veux apprendre quelque chose », ça n'est pas entendu, et évidemment, son malheur est indifférent à l'entourage, c'est-à-dire qu'on ne lui permet pas de se construire, de créer pour ça. Voilà, chers amis, je vous souhaite à tous une très bonne année, un désir d'apprendre, et puis surtout, je vous souhaite de trouver une place dans ce qui se passe actuellement. Je rappelle que pour être reçu au centre de consultation, vous pouvez faire le 06 09 13 89 22. Je répète, 06 09 13 89 22. À bientôt dans quelques jours. Merci. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.